Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui dans cet épisode, je vous propose d'aborder la deuxième partie de la foire aux questions concernant le métier d'hôtesse de l'air et de steward. Je vous mettrai en lien le lien vers la vidéo précédente de la première partie de ce FAQ. Aujourd'hui, je propose donc d'aborder la deuxième partie de cette foire aux questions. Et une nouvelle fois, avant de commencer, comme d'habitude, vous le savez déjà par avance, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Si vous m'écoutez en audio, en podcast, n'hésitez pas également à vous abonner. C'est sur la plateforme iTunes. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles. Et que ce soit en audio ou bien encore en vidéo, n'hésitez pas également à faire des commentaires, à poser vos questions. Cela fait toujours plaisir. Je me ferai également un plaisir de vous y répondre. Première question que l'on va aborder dans cette deuxième partie de cette foire aux questions, c'est l'histoire des tatouages et des piercings. Quelle est la règle concernant les tatouages ainsi que les piercings? Alors, ma réponse, c'est plutôt global, on va dire, sachant que cette règle est quand même nettement plus stricte si vous désirez vous expatrier dans les Émirats arabes ou par exemple en Asie. Il faut savoir que concernant les tatouages, globalement, les tatouages sont autorisés du moment que ceux-ci sont cachés lorsque vous portez l'uniforme. Donc par exemple, quand vous portez pour les garçons la chemise, il ne faut pas que si vous avez un tatouage sur le bras, celui-ci puisse être visible lorsque vous portez la chemise. Pareil pour les filles, par exemple au niveau de la cheville, des chevilles, également au niveau des poignets. Vous n'avez pas le droit, il ne faut pas que ce soit visible globalement. Ensuite, concernant la tolérance au niveau des compagnies aériennes, ça va dépendre de la compagnie dans laquelle vous allez travailler. Par exemple, ma compagnie tolère les tatouages s'ils sont visibles. Dans ce cas-là, il faut les cacher, par exemple à travers un pansement ou alors à travers le fond de teint. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont, par exemple, dans des tatouages, dans le cas de ma compagnie aérienne, des tatouages au niveau du bras tatouages qui font tout le bras, ma compagnie aérienne offre la possibilité de commander des chemises longues, donc qui cachent tout le bras, à manches longues, je cherchais le mot, mon Dieu, des chemises à manches longues afin de pouvoir cacher ces tatouages. Après, comme dit, moi je travaille pour une compagnie anglaise, donc forcément en Angleterre on est un peu plus tolérant concernant les tatouages ainsi que les piercings ou bien encore la couleur des cheveux et les coupes de cheveux. Mais ça c'est vraiment dépendant de chaque compagnie. Par exemple, il y a des compagnies aériennes qui nous offrent pas la possibilité d'en avoir du tout sur tout le corps, même si ce n'est pas visible, c'est éliminatoire direct. Donc avant de vous postuler pour une compagnie aérienne qui vous fait plaisir, vérifiez bien ce qu'ils demandent en termes de tatouage. Et également, si vous désirez en faire un, réfléchissez-y à 2 fois parce que peut-être que cela peut vous fermer la porte de certaines compagnies aériennes. Concernant les piercings, c'est à peu près du même topo. Globalement, les piercings, on va dire que c'est le minimum qui est autorisé, c'est-à-dire un piercing à l'oreille, donc un de chaque côté. Les piercings au nez, à l'arcade, à la langue, etc. ne sont pas autorisés, même chez nous, même dans ma compagnie aérienne, ce n'est pas autorisé. Donc c'est un seul de chaque côté. Chez les garçons également, c'est toléré pour une oreille, mais vous pouvez pas avoir plusieurs piercings aux oreilles, plusieurs piercings exactement au nez, etc. Alors là, c'est strictement interdit. Donc globalement, en dehors de la compagnie, il n'y a pas de problème quand vous êtes en privé, mais quand vous êtes en fonction, que vous êtes avec les passagers, c'est le strict minimum, on va dire, par rapport au piercing. Deuxième question qu'on m'a posée concernant le métier d'hôtesse de l'air et de steward, c'est quelle est l'évolution une fois qu'on est en activité concernant ce métier. Alors quand on est hôtesse de l'air et steward, en fait, il y a plein de possibilités d'évolution en interne. Tout simplement, lorsque vous commencez dans la compagnie aérienne, vous êtes steward, hôtesse de l'air junior, on va dire, pendant une certaine période, vous êtes junior. Ensuite, vous êtes titularisé, seniorisé, et vous êtes steward, hôtesse de l'air, PNC à temps plein.
Ensuite, en fonction des compagnies aériennes, ça va de 1, 2, 3 années d'expérience. Vous pouvez postuler en tant que chef cabine et à ce moment-là, du coup, vous aurez une équipe à votre charge. Ça, c'est valable pour globalement toutes les compagnies aériennes, que ce soit court, moyen ou long courrier. Ensuite, pour ceux qui font du long courrier, à ce moment-là, il y a une étape au-dessus du chef de cabine, c'est ce qu'on appelle les CCP, ce sont les chefs de cabine principaux, c'est le chef des chefs de cabine. Donc grosso modo, vous avez le chef de cabine principal, les chefs de cabine et ensuite les stewards et hôtesses de l'air. Donc ça, souvent, on les retrouve sur les longs courriers. Parce que l'avion est relativement grand et qu'il est subdivisé en plus petites zones. Par exemple, la première classe, la classe business, économique premium, économique. Et à chaque fois, vous avez ce système de steward, hôtesse de l'air, chef de cabine et chef de cabine principal. Ensuite, si vous souhaitez faire d'autres choses qu'être dans l'avion, mais toujours rester au sein de votre compagnie aérienne, vous pouvez devenir instructeur. Donc l'instruction, c'est quelque chose de super bien. Vous pouvez le faire soit en vol, donc c'est-à-dire venir faire des instructions sur les nouveaux arrivants, faire des contrôles sur ceux qui sont déjà là en vol depuis quelques temps. Souvent, on a un contrôle une fois tous les ans pour être sûr qu'on applique correctement les procédures. Et vous pouvez également être instructeur au sol, grosso modo en salle de classe, afin de donner les formations qu'on appelle recyclage recurrent chaque année, qui permet en fait de mettre à jour les connaissances des membres d'équipage. Et ensuite, autre possibilité d'évolution, et ça c'est évidemment comme à chaque fois propre à chaque compagnie, vous pouvez faire du recrutement, donc ça c'est plutôt cool. Donc toujours c'est au niveau des souvent des années d'expérience. La compagnie aérienne vient vous proposer, si cela vous intéresse, et de du coup postuler, faire une lettre de motivation, etc. Ça dépend de la mentalité de la compagnie, de la manière de faire en interne. Donc de faire du recrutement. Et si à un moment donné vous êtes beaucoup trop vieux mais que vous voulez toujours rester dans l'aviation, à ce moment-là il y a encore d'autres choses possibles. Si vous voulez arrêter d'être dans l'avion et en décalé, c'est tout simplement de venir travailler dans les bureaux. Dans les bureaux, c'est par exemple gérer les plannings, gérer les dossiers, etc., etc. Donc après, il y a plein de possibilités dans les bureaux. Donc comme quoi, vous voyez, en tant que PNC, en tant que steward et hôtesse, on peut réellement faire une carrière entière dans l'aviation. Rien n'empêche ensuite d'évoluer et de bouger au sein de la compagnie. Il n'y a pas que l'avion. Si à un moment donné vous ne sentez plus de vous lever à 3 heures du matin ou de vivre en décalé. Autre question que l'on m'a posée, c'est combien de temps est-ce que j'ai mis pour trouver ma compagnie aérienne, et est-ce qu'on a le choix de la base quand on postule dans une compagnie aérienne. Alors pour ma part, pour trouver ma compagnie aérienne, il m'a fallu environ 6 mois, donc ce qui est finalement relativement rapide dans mon cas. Donc 6 mois entre le début de mes candidatures dans les différentes compagnies aériennes qui recrutent à ce moment-là et le moment où j'ai eu une réponse positive concernant la compagnie aérienne dans laquelle j'avais postulé, dans laquelle je suis toujours en activité aujourd'hui. Après 6 mois, dans mon cas, comme je l'ai dit, c'est relativement court. Globalement, faut compter en moyenne une année parce que les compagnies aériennes recrutent en général 1 à 2 fois par an. Par exemple, recrutent en hiver pour l'été d'après et recrutent en été pour la saison d'hiver suivante. C'est un peu par saison parce qu'il faut compter la période d'ouverture des candidatures, la période de sélection des dossiers, les recrutements proprement parlés. Ensuite, il faut appeler les candidats sélectionnés et faire la formation avant de pouvoir être en vol. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc il faut compter entre 6 mois et 1 an. Ensuite, il faut parier et ne pas être dans une période comme à l'heure actuelle avec le Covid où on voit un arrêt des candidatures, un arrêt des appels au poste. Néanmoins, je suis convaincu que ça va reprendre assez rapidement avec la vaccination qui a lieu. Donc 6 mois et 1 an environ pour trouver une compagnie qui vous convient.
Ensuite, a-t-on le choix de la base? Alors, globalement, oui. On postule globalement, surtout sur les compagnies à bas coût qui ont plusieurs bases à travers l'Europe et la France. On postule pour une base qui nous plaît et ensuite on postule pour y accéder. Après, forcément, il y a des bases qui sont plus demandées que d'autres. Si vous voulez par exemple aller à Charles de Gaulle ou à Londres par exemple, ça va peut-être être plus facile parce que les bases sont assez importantes. Comparé à d'autres bases comme, je ne sais pas, Genève, Toulouse, Bordeaux, Lyon, où il y a beaucoup moins de monde, donc ça bouge un petit peu moins. Donc mon conseil à ce moment-là, c'est, de toute façon le principal, c'est de réussir à rentrer dans la compagnie aérienne et ensuite en interne de demander un transfert une fois votre période d'essai terminée vers la base qui vous intéresse réellement et à partir de là, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Je vais postuler dans une base qui me convenait pas, on va dire, qui n'était pas ma base de prédilection. Mais finalement, ça m'a permis par la suite de pouvoir me rapprocher de chez moi et aujourd'hui d'être installé pépère dans la base aérienne dans laquelle je suis depuis 9-10 ans aujourd'hui. Enfin, dernière question, comment est-ce que on gère la fatigue? Comment est-ce que je gère la fatigue liée à ce travail? Car oui, être steward, être hôtesse de l'air, c'est un boulot super, ultra, méga fatigant. Car contrairement à ce que l'on peut le penser, on ne fait pas que sourire bêtement et on ne fait pas que servir des cafés. Le travail dans un avion, ça sous-entend la relation clientèle. Donc déjà, c'est émotionnellement assez fatigant parce qu'il faut pouvoir gérer les passagers. Ça demande de se lever à des horaires décalés. Par exemple, quand vous avez votre avion qui décolle à 6h du matin, il faut vous rendre plus tôt à l'aéroport. Donc souvent 1 à 2 heures avant le décollage. Et puis il faut le temps de pouvoir s'y rendre. Et souvent, par exemple en été, quand on a des vols qui décollent à 6 heures, dans mon cas, j'ai un check-in à 5 heures du matin. Donc je me lève à 2h30, 3h du matin pour avoir le temps de me préparer, prendre mon petit déjeuner et partir à l'aéroport en vol. Alors comment est-ce que tout ça on fait pour gérer? Tout simplement, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, c'est-à-dire peu d'alcool, et même zéro alcool lorsqu'on travaille, les jours où on travaille, etc. L'alcool est à interdire. C'est réussir à avoir un cycle de sommeil le plus régulier possible, même lorsqu'on travaille en décalé, il faut réussir à maintenir un rythme de sommeil régulier. Le sport est ultra important. Même moi qui à la base n'étais pas spécialement le plus sportif des mecs, finalement je me retrouve aujourd'hui à faire du sport et ça en devient vital car le sport permet, autre que de gérer la fatigue, d'évacuer toutes les tensions qu'on peut subir durant une journée de travail. Donc le sport est primordial. Et enfin, la nourriture. Faire un minimum attention à ce qu'on mange. Éviter le slogan comme il dit, trop gras, trop salé, trop sucré. Il faut savoir se faire plaisir, mais quand vous alignez des blocs, par exemple si vous êtes en cours moyen courrier, que vous travaillez 4, 5, 6 jours d'affilée, si vous ne faites pas attention à votre alimentation, je vous raconte pas la catastrophe à la fin de votre semaine de travail. Et voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie de cette foire aux questions. Une nouvelle fois, si vous avez des commentaires ou d'autres questions que vous aimeriez que j'aborde peut-être dans une troisième partie d'un FAQ, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, que ce soit en audio ou bien encore en vidéo. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur iTunes si vous m'écoutez en podcast. Pour ma part, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.